J'aimerais vous parler de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, c'est ma vision sur la vente en fait. En quoi elle diffère par rapport aux autres et surtout est-ce que c'est vraiment quelque chose qui fonctionne. Et aujourd'hui sur les réseaux sociaux par exemple je me présente comme un ex-copywriter. Et pourquoi je me présente comme un ancien copywriter et non plus comme un copywriter puisque finalement dans les faits ce que je propose ce sont des services similaires à ce que pourrait proposer un copywriter. En fait, ce qui diffère, c'est mon approche. Et mon approche, elle est partie d'un constat, en fait. Et c'est un constat que j'ai déjà eu typiquement depuis que je me suis lancé il y a 7 ans. Et ce constat, c'est que finalement, de chercher à convaincre les gens d'acheter, c'est pas le meilleur moyen d'y arriver. Et finalement, la meilleure persuasion, c'est la relation. Et pourquoi je pense ça? C'est parce que, en fait, je me suis rendu compte que finalement, quand on tisse une relation puissante avec quelqu'un, c'est avec cette personne qu'on a envie d'aller au bout du monde, que ce soit dans la vie ou que ce soit à titre euh, professionnel. Typiquement, dans la vie, vous avez une telle relation, que ce soit avec votre compagnon, ça peut être avec vos enfants, avec un ami, avec la famille, etc. On a une telle relation de proximité que des fois, peu importe finalement ce que va dire la personne, peu importe les mots qu'elle va choisir, vous voulez aller au bout du monde avec cette personne. Donc finalement, c'est pas les mots qui vont vous convaincre. Et ça peut être paradoxal puisqu'on se dit, surtout en tant que copywriter, c'est ce qu'on nous a dit, c'est ce qu'on nous a enseigné. Voilà, il faut choisir les mots. Et je dis pas que les mots n'ont pas d'importance. Ce que je dis, c'est juste qu'il y a une hiérarchie des choses qui sont plus ou moins importantes que les autres. Et finalement, c'est dans cette hiérarchie euh, que la différence se fait. Typiquement, euh, moi je pense que tout en haut, des choses les plus importantes pour vraiment convaincre quelqu'un de faire quelque chose, tout en haut, il y a la relation. Donc, quand vous avez tissé une relation super puissante, euh, voilà, vous avez juste envie d'être avec cette personne et vous voulez aller au bout du monde avec cette personne. Et c'est pareil au niveau du business. Moi, je me souviens quand je me suis lancé dans l'infoprenariat, enfin dans l'entrepreneuriat, j'ai acheté toutes les formes de Stan Leloup parce que c'était la personne en qui j'avais le plus confiance sur Internet. Et d'ailleurs, je me méfiais énormément à beaucoup d'autres formateurs. Et d'ailleurs, je n'avais même plus aucune raison d'aller voir ce que les autres proposaient puisque j'avais tellement confiance en Stan que, c'était ces formations que je voulais acheter. Donc, en fait, finalement, j'étais convaincu, non pas parce que sa page de vente, elle était super bien faite, non pas parce qu'il avait utilisé tel mot ou tel mot, non pas par rapport à la façon dont il vendait les choses, mais parce que ça allait au-delà de ça, c'est parce que j'avais juste une confiance, entre guillemets dire, aveugle en lui, quoi. Je savais que j'allais avoir une formation de qualité, que j'allais avoir un super suivi, que j'allais avoir des résultats à la fin, et donc c'était que avec lui que je voulais me former, et même si parfois c'était pas forcément le meilleur dans son domaine, typiquement il a peut-être sorti des formations sur la pub Facebook, alors que c'était pas lui l'expert de la pub Facebook, il faisait venir des experts d'ailleurs pour donner cette formation, mais il y avait d'autres personnes sur Internet qui avaient une plus grande expertise, qui étaient beaucoup plus reconnues, mais pourtant, moi, je voulais quand même aller avec Stan parce que j'avais confiance en lui, en fait. Et du coup, c'est cette relation de confiance qu'il a su créer qui faisait que c'était avec lui que je voulais faire du business. Et donc, je me suis rendu compte que finalement, dans les hiérarchies, il y a les mots qui sont importants, mais encore au-dessus, il y a la relation. D'accord? Et je me suis rendu compte aussi, par le bon exemple de Stan, parce qu'il a su vraiment créer cette relation de confiance entre lui et moi, et je me suis rendu compte que, à contrario, d'autres avaient détruit cette relation de confiance. Voilà, normalement, il y a deux types de personnes, deux types d'approches par rapport à la confiance. Il y a des gens qui de base ne donnent pas leur confiance à personne, donc
ils arrivent méfiants et ils se disent, bon, ok, je vais te donner une chance, mais il va falloir que tu fasses tes preuves, il va falloir que tu montres que tu es digne de confiance, et seulement après, voilà, je te la donnerai. D'autres, au contraire, partent par défaut, ils font confiance aux gens, et puis ensuite, ils évaluent en fonction du comportement, et ils changent leur fusil d'épaule. Finalement, s'ils sont déçus, ils retirent la confiance qu'ils ont attribuée à cette personne. Moi, je suis plutôt dans le profil de je fais confiance d'abord et je regarde et je vois ensuite. Et parfois, bah, j'ai été déçu en fait, parce que j'ai attribué ma confiance et puis j'ai vu que derrière, eh bien, on a enjolivé les choses. Derrière, on m'a vendu du rêve. Derrière, on m'a menti, on m'a trahi. On a cassé cette confiance. Et le problème, c'est que aujourd'hui, en fait, on peut mettre 10 ans à créer une super relation et 10 secondes à tout détruire. Et on voit très bien, il y a plein de célébrités, typiquement, qui ont, voilà, qui sont sommés, qui ont euh, voilà, des réalisateurs, je pense à Polanski, avec, il y a cet acteur de House of Cards, je sais plus comment il s'appelle, enfin, il y a R. Kelly dans la chanson, enfin, il y a plein de gens dans plein de domaines, étaient entre guillemets au sommet, qui avaient la confiance de beaucoup de personnes. Et puis finalement, un jour, on découvre quelque chose sur cette personne et tout est détruit. Alors évidemment, ici, on parle d'exemples extrêmes où il y a eu clairement des crimes qui ont été commis, mais la confiance peut se briser par quelque chose de tout bête. C'est vous avez une personne qui est une amie proche, par exemple. Ça fait des années que vous êtes proche, que tout se passe très bien. Et puis il suffit qu'un jour, elle vous pose un lapin, et puis un deuxième, et ça en est terminé. Vous avez perdu confiance, vous dites, mais en fait, cette personne, elle n'est pas fiable, elle me fait perdre du temps, j'ai fait 1 heure de route pour venir la voir, on avait rendez-vous, elle me rappelle pas, elle s'excuse pas, j'ai plus envie en fait, j'ai plus envie d'avoir de relations avec cette personne. Voilà, elle est négative, elle m'apporte pas quelque chose de positif, et du coup, on coupe les ponts directement. Donc, ce qui montre que, voilà, construire une relation, ça prend du temps, mais la détruire, ça peut être extrêmement rapide. Ce qui signifie qu'il faut du coup être extrêmement prudent quand tu as la relation concrète et comment on la maintient et surtout comment on la brise pas. Des fois, il vaut mieux ne rien faire que de faire quelque chose qui porte préjudice euh, à cette relation. Et de manière concrète, comment on voit ça dans le business? Eh ben, typiquement, moi je pense qu'il y a beaucoup de copywriters qui sont ils sont pas de mauvaise foi. Je pense qu'ils ont vraiment envie de faire les choses bien. Moi, pour avoir énormément de contacts avec beaucoup de copywriters qui viennent me voir pour me demander des conseils parfois, eh bien, je vois ils sont bienveillants, ce sont des bonnes personnes. Seulement, ils ont été mal renseignés. On leur a dit, écoute, le copywriting, c'est vraiment, c'est l'art de persuader les gens d'acheter. Mais résultat, du coup, tout ce qu'ils mettent en haut, c'est dans les hiérarchies de ce qui est le plus important, eh bien, c'est il faut que je dois convaincre les gens, je dois les persuader d'acheter. Et du coup, peu importe l'art et la manière. Souvent, l'art qui est utilisé, parfois, ça va être l'urgence, qui est quelque chose qui est très bien, l'urgence. C'est comme tout, c'est comme, voilà, si je prends, tiens, qu'est-ce que je pourrais prendre voilà, j'ai ici mon ordinateur devant moi. Voilà, qu'est-ce que je peux faire avec cet ordinateur? Je peux créer du contenu, essayer d'aider les gens, créer un impact positif dans le monde, ou alors je peux aussi prendre mon ordinateur et puis faire des fake news, essayer de déstabiliser les gens, essayer de les insulter, monter une arnaque sur Internet. Enfin voilà, je veux dire, l'outil en tant que tel, il est neutre. Après, c'est comment on va l'utiliser, comment on va utiliser l'outil qui va déterminer si on fait entre guillemets le bien ou le mal. Ok? Et donc ici, on voit clairement qu'il y a des gens qui ont envie au fond de bien faire, mais on leur a dit, écoute, il faut utiliser la rareté. Donc comme je disais, c'est très bien. Utiliser la rareté, utiliser l'urgence, de dire typiquement, j'organise un webinaire, principe de rareté, il n'y aura que 1000 places disponibles, donc vraiment dépêche-toi. Urgence,
dépêche-toi parce que du coup, voilà, tu risques de pas avoir de place et pas pouvoir assister à ce webinaire incroyable. Donc fais-le maintenant. Bon, ça peut être une très très bonne chose de faire ça. Le problème, c'est si on découvre qu'en réalité, en fait, on va être 200 personnes en live et ils nous mettaient un peu un FOMO, une urgence, en nous disant attention, il n'y aura pas de place pour tout le monde, alors qu'en fait, on n'est que 200 et tu pouvais accueillir 1000 places, donc ok. Et tu me disais que ça allait être un webinaire exceptionnel et puis que ça allait plus se reproduire. Alors qu'en réalité, tu fais un webinaire toutes les semaines. Du coup, en fait, j'aurais pu juste venir la semaine d'après. Et on pourrait se dire, ok, c'est pas grave de faire ce genre de choses. Les gens, voilà, ils vont pas remarquer, ils vont pas le voir. La réalité, c'est que ça dépend à qui tu t'adresses. Si tu t'adresses à des entrepreneurs, typiquement, moi qui suis entrepreneur, je sais très bien comment ça fonctionne, que en réalité, tu fais pas un webinaire une fois par an, t'en fais un toutes les semaines très probablement, et je peux très facilement le vérifier en allant regarder par exemple sur Facebook les pubs que tu es en train de mettre en place en ce moment. Et je sais également que tu me dis, ok, il y aura que 1000 places et je peux très bien pendant le live voir combien de personnes sont présentes. Et du coup, je vois bien que tu utilises un peu des arguments, tu essaies de me convaincre de faire quelque chose et je trouve que tu t'y prends pas de la meilleure des manières. C'est pour ça que moi je trouve que la persuasion, c'est vraiment la meilleure persuasion, c'est la relation. Parce que là, du coup, qu'est-ce qui se passe quand je vois ce genre de choses? Ça brise la relation. Je t'ai fait confiance et qu'est-ce que toi t'as fait? T'as pris ma confiance et tu l'as brisée en deux parce que en fait t'essayes de me tromper. En fait tu me mens en fait. Et je me dis, et la question du coup, et souvent aussi les choses se font de manière inconsciente. Je veux dire, les gens vont pas dire de manière consciente, voilà, j'arrête de bosser avec un tel, c'est un menteur, il est pas fiable, il est pas sérieux. Ils vont pas le dire directement, mais on a comme un sixième sens. On sent quand quelqu'un devant nous est en train de je sais pas, il y a un truc, il y a une gêne, il y a un truc, on voit que, ouais, on voit que la personne, elle est pas 100% fiable. Et du coup, est-ce qu'on a vraiment envie de faire affaire? Est-ce qu'on a vraiment envie de confier notre argent, de travailler avec quelqu'un? On a vraiment envie de suivre la formation de quelqu'un, l'accompagnement de quelqu'un qui, dès le départ, n'est pas sérieux avec nous en fait. Et je pense que, encore une fois, je pense que les entrepreneurs et les copywriters, ils sont de bonne foi. C'est juste que on leur a mal présenté les choses. Ok? Et du coup, tout ça, ça détruit la confiance. Et donc la solution, c'est vraiment, des fois, vaut mieux une promesse plus petite. Typiquement, l'autre jour, j'ai fait un retour sur une page de capture d'un de mes clients et il avait plein de promesses en fait. Vraiment, il s'est dit, plus je vais en mettre, plus je vais faire de promesses, plus les gens vont venir à mon webinaire, plus ils vont être convaincus, etc. Sauf que le problème, c'est que les promesses étaient irréalistes en fait. Il te dit, écoute, tu vas venir en 90 minutes, je vais te montrer comment doubler, multiplier par 4 ton chiffre d'affaires et voilà, ça va être gratuit en 90 minutes. Et je me dis, mais attends, si moi je suis PDG d'Apple, tu vois, est-ce que si Tim Cook vient à ton webinaire, au bout des 90 minutes, à la fin, le chiffre d'affaires d'Apple va être multiplié par 4? Bon, alors tu me diras, ok, tu as pris un exemple extrême, mais pareil, si moi je bosse avec des entrepreneurs qui font plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires par an, voilà, j'ai là quelques clients en tête, des gens qui font 6 millions, typiquement j'ai un client qui a fait 6 millions de chiffre d'affaires en 2024. Est-ce que s'il vient au webinaire, au bout de 90 minutes, c'est bon, il multiplie par 4 son chiffre d'affaires? Est-ce que c'est vraiment réaliste? Voilà. Et les entrepreneurs avancés, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ils vont se méfier, ils se disent, voilà, c'est encore un vendeur de rêve, et du coup, c'est pas fiable, et du coup, je viens pas. Donc en réalité, c'est contre-productif. En réalité, pensez, plus je vais promettre, plus je vais mettre d'urgence, plus je vais en rajouter, plus je vais mettre de rareté, plus je vais mettre de FOMO, plus les gens vont venir, plus je vais utiliser des superlatifs, plus ils vont venir. Alors qu'en réalité, bah,
Enfin, si ça brise la confiance derrière, et si derrière tu peux pas délivrer ce que tu as promis, eh ben peut-être sur le court terme, il y a quelques personnes qui vont venir, mais sur le long terme, les gens sont pas bêtes. Tu vas juste aller de déception en déception. Tu vas créer de la déception chez les gens. Tu fais monter la sauce, tu nous dis ça va être un truc de fou, ça va être incroyable. Je vais te montrer comment multiplier par 4 ton chiffre d'affaires. Je vais te révéler le secret qui m'a permis de doubler mes revenus tout en diminuant par 2 mon temps de travail. Je vais te montrer. Et puis tu arrives, tu dis ah ouais, c'est juste ça en fait ton secret, c'est juste ça. Mais en fait, ouais, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Et finalement, t'es déçu. Et puis, du coup, le réflexe, c'est de se dire, bah tiens, bah je vois que j'ai peu de résultats. Réflexe du copywriter en place, bah voilà, il y a peu de conversions. Bon, bah, je vais en faire encore plus. Je vais encore mettre, je vais dire que je vais encore te permettre d'obtenir encore plus de résultats. Et de résultats, qu'est-ce qui va se passer? Bah tu vas pas pouvoir délivrer l'infopreneur va pas pouvoir délivrer ça. Et du coup, ça crée encore plus de déception. Donc on entre vraiment dans un cercle qui est vicieux, qui est contre-productif. Ok? Donc plus on avance, moins les gens ont confiance en nous. Et du coup, résultat, il faut aller. Conséquence, c'est qu'il faut convaincre de nouvelles personnes, puisque celles qui sont déjà là dans la liste email, celles qui nous suivent déjà, bon, elles se sont dit, bon, lui, il est pas 100% fiable. Là, il m'invite à un nouveau challenge. Tiens, là, il m'invite à un webinaire. Tiens, là, il me parle d'un truc, d'un nouveau produit, une nouvelle formation. Bon, bah, j'y vais pas, en fait. Du coup, ça t'oblige à dépenser constamment plus d'argent dans l'acquisition. Parce qu'il faut trouver des gens frais, des gens à qui on n'a pas encore détruit la confiance. Bah, eux, on va les chercher. Et le problème, c'est que ça coûte de l'argent. Alors que tous les chiffres, toutes les stats le démontrent, c'est 7 fois moins cher et plus rapide de convaincre un prospect existant que de trouver un nouveau client. C'est 7 fois plus rentable, ok, de convaincre un client existant d'acheter de nouveau que de trouver un nouveau client. Donc du coup, raison de plus de chouchouter, j'allais dire soigner et chouchouter, j'allais faire un mélange entre les deux mots, mais soigner et chouchouter finalement les prospects existants déjà, et de maintenir cette confiance sur la durée pour que les gens rachètent de manière constante. Typiquement, bah, vous allez voir que les grandes marques l'ont toutes compris. En fait, elles sont pas focalisées sur conversion court terme, elles sont focalisées sur conversion long terme. Et un exemple de ça, c'est Apple. Moi, je me souviens que j'ai commencé par acheter un MacBook Pro, c'est le tout premier produit que j'ai acheté chez Apple, et puis résultat, derrière, j'ai acheté un iPhone, un iPad, un écran Apple, un Mac, plein de MacBook par la suite. Là, j'ai acheté un Mac mini. Enfin, j'ai acheté vraiment peut-être pour plus de 10 000 euros de produits Apple, sans compter iCloud, Apple Arcade, Apple TV, Apple Music, enfin tous les services. Et du coup, je suis client fidèle depuis des années et je dépense régulièrement de l'argent chez Apple. Pourquoi? Parce que à chaque fois, je vais de bonne surprise en bonne surprise. Par contre, le contraire, c'est exactement produit chez Microsoft. Avant, j'étais chez Microsoft, j'utilisais Windows, j'avais un PC, et puis à chaque fois, j'avais des problèmes, quoi. Alors, apparemment, cette époque est révolue, tant mieux pour eux. Mais j'allais de déception en déception. Donc j'ai acheté un ordinateur et puis il était de plus en plus lent, il buguait tout le temps, il redémarrait sans que je lui demande rien. Il fallait faire plein d'entretiens, que ce soit même physique. Voilà, il fallait ouvrir l'ordinateur, nettoyer à l'intérieur parce que voilà, le système de refroidissement prenait la poussière, du coup c'était compliqué. Il fallait défragmenter le disque, je sais pas quoi, faire nettoyer l'ordinateur pour enlever tous les virus. Enfin, c'était vraiment un truc qui me prenait beaucoup de temps. Et donc j'étais toujours déçu en fait. Et finalement, il y a une marque qui est arrivée et qui a résolu ce problème et qui allait de bonne surprise en bonne surprise. D'accord? Donc c'est ça qui maintient la confiance. Donc j'ai confiance dans les produits Apple et donc je vois absolument aucune raison de partir ailleurs.
Et Apple n'est pas le seul exemple. On voit très bien, par exemple chez Amazon, si vous avez un problème, qu'on a perdu votre colis ou qu'il est arrivé abîmé, peu importe le problème d'ailleurs que vous avez avec votre colis, eh ben, chez Amazon, c'est très simple, vous dites, bah voilà, j'ai pas reçu mon colis, ils vous demandent, mais est-ce que vous avez regardé à côté, chez vos voisins, votre concierge, etc. Non, j'ai rien reçu. Bon bah pas de problème, on va vous renvoyer un nouveau colis ou alors on va vous rembourser et on vous pose pas plus de questions que ça. Et vous dites, bah ils sont peut-être un peu bêtes, ils devraient vérifier un peu plus. Mais en fait, ils comprennent qu'ils font du business sur le long terme. Ils se disent, mais cette personne, on veut pas la perdre. On veut la garder pendant 10, 20, 30 ans, en fait. Et on veut même qu'il y ait sa famille qui commence à acheter chez nous. Donc, on a plus d'intérêt aujourd'hui de le rembourser que bah, de tenir bon, comme d'ailleurs pourraient le faire beaucoup de compagnies aériennes. Hein, à chaque fois que vous avez un problème, il y a quelques années en tout cas, vous avez un problème, un avion qui est arrivé en retard ou qui n'est pas parti, votre vol a été remplacé. Pour faire les démarches, pour récupérer son argent, bah, c'est ultra compliqué. Résultat, bah, vous n'avez plus envie de voyager avec cette compagnie. Clairement, ils ont pensé court terme. Ils se sont dit, bah, nous, on va difficulter le processus pour être remboursé au maximum, pour décourager au maximum les gens, et puis comme ça, bah on rembourse pas. Sauf que bah, la conséquence de ça, bah, c'est qu'on n'a plus envie de voyager avec vous. C'est juste, je veux dire, si j'ai le choix entre deux compagnies, même s'il y a un petit écart de quelques dizaines d'euros, voire même centaines d'euros, bah, je vais partir ailleurs parce que j'ai juste un très mauvaise expérience avec vous. Donc conclusion, bah, que ce soit dans la vie, que ce soit dans les grosses boîtes, pour moi, bah, la relation de confiance, c'est la chose la plus importante qu'on doit conserver dans le business. Et l'une des objections directes que j'ai, à chaque fois que je parle de ça, bah, c'est qu'on me dit, ok, c'est bien, c'est gentil, tu fais partie entre guillemets du camp des gentils, Francisco, c'est beau, tu devrais juste sortir les violons là maintenant. Mais moi, je suis là pour faire du business, moi, je suis là pour faire de l'argent. Donc, est-ce que vraiment chouchouter les gens et tout ça, et pas leur faire des grosses promesses et être honnête et être authentique et peut-être promettre moins mais délivrer plus, etc. C'est beau, mais est-ce que vraiment ça apporte plus de revenus? Et donc, c'est ce que je me suis dit, bah, je vais faire une étude, je vais regarder ce que je fais depuis 3 ans avec l'un de mes clients, avec Jody Cavalli, et je vais partager là maintenant bah, les chiffres. Qu'est-ce que ça donne finalement ces stratégies de préserver la confiance à tout prix et de viser le long terme. Donc là, c'est bien parce qu'on a plusieurs années derrière nous et qu'on peut vraiment analyser tout ça. Donc, pour cette étude, ce que j'ai fait, c'est que j'ai analysé un challenge. Donc, mon client Jody fait des challenges réguliers qui durent 5 jours et il fait venir des intervenants. Typiquement, par exemple, là, il y a eu Éric Larchevet qui est venu, Alec Henry, Max Piccinini. Il y a pas mal de gens, des gros entrepreneurs qui viennent. Et pendant 5 jours, bah voilà, il offre en maximum de valeur. Aussi, il crée, excusez-moi, la meilleure relation possible en passant beaucoup de temps avec les gens. On voit clairement qu'il y a une intention de passer du temps. Donc plus on va passer du temps avec les gens, plus on crée une relation. Et du coup, là j'ai les chiffres sur le challenge qui s'est déroulé il y a exactement 1 an, donc en avril 2000, mars-avril 2024. Donc on va regarder ça. Alors pour ceux qui n'ont pas la vidéo, je vais vous expliquer les chiffres. Et qu'est-ce que j'ai constaté? Donc, déjà, en fait, moi, mon travail aujourd'hui chez Jody, c'est de chouchouter, c'est de travailler la relation. Donc moi, j'ai un système qui s'appelle l'accélérateur de confiance, donc où tous les mails sont réfléchis, sont calibrés pour euh, augmenter la confiance des lecteurs en nous, bien sûr, et en eux-mêmes, parce que très souvent les gens se disent ok, ça a l'air super ce que tu fais, mais moi j'ai peur de pas y arriver, moi ma situation est différente, voilà, c'est compliqué, donc je suis pas sûr d'y arriver. Moi je fais tout pour leur montrer non, toi tu peux y arriver, peu importe qui tu es, et nous, fais-nous confiance, nous sommes les personnes les plus à même pour
t'aider parce que telle chose, telle chose, telle chose. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, avant le challenge qui a eu lieu donc du 4 au 8 mars 2024, eh bien, pour préparer les gens, je leur ai envoyé 29 emails. Donc, à raison de 3 emails, à peu près 3-4 emails semaine. Donc, et ensuite, j'ai analysé les taux d'ouverture. Donc, sur toute la liste. Que ce soit, voilà, de toute la liste. Donc, les taux d'ouverture sont de 14,76%. Donc, à peu près 15% des gens ouvrent les emails. Et les prospects, et ensuite j'ai analysé, tiens, les gens qui sont restés prospects, ok, qui sont venus au challenge et qui n'ont rien acheté, eux, leur taux d'ouverture est de 14%, ok. Par contre, j'ai remarqué que les gens qui étaient prospects au départ et qui sont devenus clients par la suite, après le challenge, eux ont ouvert ma newsletter à hauteur de 43,72%. Ça veut dire qu'on a un écart de 30%. Ça veut dire que les gens qui vont devenir clients, ils ouvrent 30% du temps les emails contre seulement 14%. Plus de 2 fois plus. Donc les gens qui vont devenir clients par la suite ouvrent 2 fois plus mes newsletters. Donc ça signifie quoi? Déjà, on voit qu'il y a ici clairement une corrélation. On comprend que, eh bien, plus les gens lisent la newsletter avant le challenge, avant le moment où on va leur vendre quelque chose, plus ils ouvrent les mails, plus ils deviennent clients. Ce qui signifie que ces mails ont un impact. Ce qui signifie que ces gens sont plus chauds, sont plus intéressés, sont plus engagés et que du coup, il faut leur donner à manger. Quelque part, c'est des gens qui ont faim. C'est des gens qui, dans le cas de Jody, ce sont des gens qui hésitent à investir en bourse pour pouvoir devenir libres financièrement. Et voilà, ils ont faim, ils ont besoin de savoir, oui, non, je le fais, comment ça marche, qu'est-ce qui se passe, ils ont plein de questionnements, ils sont dans le doute, donc ils cherchent à ce qu'on les nourrisse, et donc c'est important, c'est pour ça que c'est important d'avoir une newsletter régulière, envoyer des emails régulièrement pour assouvir ce besoin. Il y a une demande et donc il faut mettre l'offre en place. Et donc, on leur envoie des mails. Et du coup, ils les ouvrent puisqu'ils sont très intéressés, ils sont chauds. Et du coup, à force de lire les mails, ils comprennent, mais en fait, investir c'est hyper important. Je peux le faire et Jody est la meilleure personne pour m'aider à le faire. Donc, tous les mails sont réfléchis et calibrés pour faire ça. Et donc, là, le nombre de prospects, on a envoyé à plus de 7439 personnes, ok, et 124 sont devenus clients. Ça veut dire qu'on a un taux de conversion de 1,67%, donc ce qui est plutôt conséquent. On a ici, du coup, on a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 140 000 euros, ok, en 5 jours. Donc, et on a remarqué quoi? On a remarqué qu'il y a une corrélation exacte entre, du coup, le taux d'ouverture et les taux de conversion. Plus les gens ont ouvert les newsletters avant le challenge, avant qu'on leur pitch un produit, qu'on leur vende quelque chose, eh bien, plus ils ont acheté. Donc, typiquement, si je regarde ici, et je vais, pour ceux qui sont en vidéo sur YouTube, je vais vous montrer, alors, je vais essayer de vous montrer ça. Alors, je vais pas pouvoir le faire puisque il fallait que je fasse une petite manip, mais c'est pas grave. Ah, en fait, j'ai ici sous les yeux un tableau avec une courbe à 45 degrés. Donc, elle montre, et cette courbe, on a d'un côté, tout à gauche, on a les taux d'ouverture par tranche, donc les gens qui ont ouvert entre 1 et 10% des mails, les gens qui ont ouvert entre 10 et 20, 20 et 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 60, 70, 80, 80, 90 et 80 à 100% des gens. Et ensuite, on a les taux de conversion. Et je remarque quoi? Que
je remarque que on a, donc j'ai envoyé 29 emails, on a 50% des gens qui ont ouvert entre 80 et 90% des mails, 50% ont acheté. Donc on voit très bien que plus les gens ont ouvert, plus ils ont acheté. Même chose pour les gens qui ont ouvert entre 70 et 80% des mails, on a 50% de taux de conversion. Idem, pour les gens qui ont ouvert entre 60 et 70% des mails, 20% de taux de conversion. Les gens qui ont ouvert entre 50 et 60% des mails, on a 14% de taux de conversion. En fait, plus les gens ouvrent, plus ils sont convaincus derrière. Donc ça signifie quoi? Ça veut dire que envoyer des mails est une bonne chose. N'importe quel mail, ça fonctionne pas. Et je vois l'erreur commune que je vois, c'est des mails où en fait on fait pas avancer le schmilblick en fait. Moi, je me dis ok, je prends quelqu'un qui a plein de doutes, qui a plein de croyances sur la bourse, typiquement. Il se dit que c'est compliqué, il se dit que c'est réservé à une élite, il se dit qu'il faut beaucoup d'argent, il se dit que ça va lui prendre beaucoup de temps, il se dit que il comprend rien, qu'il y a beaucoup de jargon, il se dit que voilà, ça a l'air difficile, ok. Et le but, c'est que les mails soient là pour lui faire prendre conscience, bien, que toutes ces croyances qu'il a, sont erronées, ce qui est vraiment le cas. En réalité, la bourse, c'est facile, c'est très simple, enfin, c'est simple, c'est facile, ça veut dire la même chose d'ailleurs. C'est facile et c'est rapide, c'est sûr, c'est efficace et tout le monde peut le faire. Sauf que, si je travaille pas là-dessus, si les gens vont arriver au challenge et ils seront pas prêts. Ils vont arriver avec toutes leurs croyances limitantes, voilà, ils vont arriver avec leurs peurs, avec leurs freins, et on aura beau faire un super challenge avec des super intervenants, derrière, ça va être beaucoup plus dur de les amener à prendre la formation, à prendre l'accompagnement. Malgré bien sûr le talent des intervenants. Mon rôle ici, mon travail, c'est de préparer le terrain. Et on voit clairement qu'ici, c'est efficace. Plus les gens lisent les mails, mieux derrière, ils convertissent en clients. On le voit, c'est hyper clair. Les gens qui deviennent clients ouvrent plus de... Alors attention, j'ai la caméra qui est un peu floue là. Voilà, pour ceux qui sont en vidéo. Donc, on voit qu'ils ouvrent 2 fois plus. Les gens qui vont devenir clients, ils ouvrent 2 fois plus. Et ils lisent 2 fois plus. Et du coup, ils deviennent clients. Donc, voilà, à tous ceux qui doutent, ok Francisco, la relation, machin, c'est important, mais bon, ce qui compte, c'est vendre, c'est vendre, c'est vendre. Ok, moi je suis totalement d'accord. Ce qui compte, c'est vendre, on est là pour faire du business. Moi, très clairement, si mes clients, ils génèrent pas d'argent, que je leur fais perdre de l'argent, déjà ils pourront pas me payer. Moi, je suis aussi quelqu'un qui a une vision long terme. Je comprends très bien que si je suis le copywriter, en tout cas, moi, je me présente plus comme copywriter, mais comme ingénieur relationnel. Mais si je suis l'ingénieur relationnel qui fait perdre de l'argent à tout le monde, je suis dans un petit milieu, tout le monde se connaît et tout le monde va savoir. Surtout, va pas bosser avec Francisco. Il est sympa, il y a des belles théories, mais derrière, ça vend pas du tout. Donc, évidemment que moi, je pense long terme, et évidemment que moi, je traque toutes ces choses-là, je vérifie et je montre à mes clients qu'il y a des résultats. Et s'il n'y en a pas, évidemment, on ajuste. Mais je reste toujours humble dans ma manière de travailler. Et je suis toujours prêt à m'améliorer parce que je suis là pour durer. C'est pour ça que, d'ailleurs, je suis l'un des plus anciens encore en activité dans le domaine du copywriting. Moi, ça fait plus de 7 ans que je suis copywriter. En Done for You, honnêtement, je ne connais aucun autre copywriter qui est, entre guillemets, tenu aussi longtemps, qui est au moins duré aussi longtemps. Parce que la plupart, finalement, pour diverses raisons, ils ont arrêté ou alors ils ont bifurqué sur la vente de formation, mais très peu sont vraiment restés aussi longtemps. Donc voilà, donc
clairement, la conclusion de tout ça, c'est si vous devez faire une hiérarchie, mettez la relation en premier. Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que si je fais ça, est-ce que ça va améliorer la relation ou est-ce que ça va la détériorer? Et ça, c'est vraiment mon obsession. Est-ce que si je dis ça, est-ce que ça va améliorer ou ça va la détériorer? Parce que je sais que le business, c'est surtout de la confiance. Quand on a confiance en quelqu'un, eh ben, on le suit. On a envie d'acheter chez lui, on a envie de le recommander, on a envie de rester client pendant des années. Et, et c'est beaucoup plus rentable pour un entrepreneur de travailler avec les gens qui le connaissent déjà, qui lui font déjà confiance, qui ont déjà acheté une fois, qui ont eu une expérience agréable. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rentable de les convaincre, en tout cas de les amener à acheter de nouveau, plutôt que de prendre un parfait inconnu qui arrive avec tous ses doutes, avec toutes ses peurs, avec tous ses problèmes, et de devoir tout recommencer de zéro. Finalement, on va peut-être réussir à lui vendre une fois, mais il va être déçu, il va pas revenir et il va falloir recommencer. Et le problème, c'est qu'acquérir un client, ça coûte 7 fois plus cher parce qu'il faut faire de la pub, parce que l'acquisition, ça coûte une blinde, alors que la fidélisation, ça coûte beaucoup moins cher. Et donc, voilà, c'est mon cheval de bataille. Si c'est quelque chose qui vous parle, je serais curieux de pouvoir échanger avec vous. Si vous êtes absolument pas d'accord et vous pensez que j'ai tort, je suis hyper curieux, hyper ouvert aussi à la discussion. Donc voilà, si vous avez envie d'échanger avec moi là-dessus, n'hésitez pas à le faire sur les réseaux sociaux ou sur mon site internet systemmarketing.fr. Vous allez trouver tous les liens pour entrer en contact avec moi. Je vous remercie pour l'écoute et j'espère vous dire à très vite. Salut!